Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, sans safran pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, je vous rassure, Stéphane va très bien, il joue dans le jardin, il casse absolument tout en ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet très délicat, dont il faut parler. Il faut absolument en parler parce qu'il y a plusieurs professions qui ont déjà travaillé justement sur ces questions-là, en particulier les professions du soin, les professions du care en général, qui ont déjà réfléchi sur la maltraitance qu'un médecin peut commettre sur ses patients ou ses patientes, qu'un infirmier ou une infirmière, un aide-soignant ou une aide-soignante peut également reproduire. Et ça a été très difficile pour cette profession de faire ce genre de mea culpa. Excusez-moi, parce que ça oblige à reconnaître une forme de responsabilité individuelle dans ce qu'il se passe, mais c'est aussi grâce à ces très nombreux témoignages sur les réseaux sociaux que ça nous a permis de comprendre pourquoi l'institution hospitalière est particulièrement malade, comment du coup la maltraitance de la hiérarchie, la maltraitance administrative qui s'oppose sur eux, aboutit finalement à une forme de maltraitance qu'ils vont ensuite reproduire sur les patients et les patientes. On avait fait une série de vidéos avec Dr Zoé qui était passionnant là-dessus. Dr Zoé parle de la culture de la violence dans les études de médecine. Et donc, on avait abordé entre autres le fait que cette culture de la violence, étant donné qu'il y a de la violence permanente à partir du moment où vous faites vos études jusqu'au moment où vous devenez médecin, elle finit par se reproduire sur les patients. Et grâce au courage des soignants et des soignantes qui ont dit « bah oui, moi aussi j'ai été maltraitant », où j'ai été maltraitante. On a pu ainsi commencer à se poser des questions et à se dire qu'est-ce qui se passe dans le milieu hospitalier. Comment se fait-il qu'on en soit là? Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui il existe des politiques qui sont centrées justement sur le bien-être des soignants, qui essayent de redonner le plus possible dans leur discours en tout cas ou dans leur programme du pouvoir à l'hôpital public en le refinançant, etc. Et c'est grâce à ça qu'on pourra, si un jour on a la chance d'avoir un gouvernement qui s'intéresse un tout petit peu à la question des fonctionnaires de l'État, avoir des politiques qui permettent de les protéger un petit peu plus. Et donc on va parler de maltraitance dans le milieu de l'éducation nationale. Et on va en parler sans détour, on va parler de toutes les formes de maltraitance. Et pour que je ne perde pas le fil de mes idées, on va faire la lecture d'un thread que j'ai partagé il y a quelques jours sur Twitter, qui je pense aborde, on va dire de façon assez exhaustive, oui on peut le dire, de façon assez exhaustive, cette question-là justement de la maltraitance administrative. Et donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à toutes les conditions qui sont mises en place qui font que de temps en temps, des membres de l'éducation nationale reproduisent de la maltraitance. Et vous allez voir que ce de temps en temps, il est probablement beaucoup plus systémique que ce que vous imaginez. Et je le disais, sujet rarement abordé car particulièrement tabou, la maltraitance des membres de l'éducation nationale à l'encontre de leurs élèves. Un thread pour faire un point sur le sujet et réfléchir à ses causes. Dans une enquête qui était partagée par le collectif Stylo Rouge, je vous recommande de vous abonner. Hop là, mon petit compte secondaire avec AlphaCuck, abonné. Réalisé en 2003, donc c'est un auto-questionnaire, sachez-le. On apprend tout d'abord que près de 67% des enseignants et des enseignantes ressentent une maltraitance venant de leur hiérarchie et la moitié une maltraitance de leurs conditions de travail. Et là, regardez, quand on demande aux enseignants est-ce que vous ressentez une forme de maltraitance suite à des échanges avec votre hiérarchie, vous en avez 50% qui vous disent oui, ça peut arriver, 10% qui vous disent que c'est très fréquent, seulement 21% qui vous disent jamais, et vous en avez 30% qui vous disent souvent. Et donc voilà, on se retrouve avec quasiment 80% des enseignants à dire je ressens une forme de maltraitance provenant de mon administration. À propos des conditions de travail, vous voyez que les enseignants qui ne ressentent jamais de pression due à leurs conditions de travail, de maltraitance due à leurs conditions de travail, sont extraordinairement minoritaires. Vraiment minoritaire, on parle de 2 ou 3% seulement, c'est-à-dire que l'ensemble des membres de l'éducation nationale, parmi les 4158 qui ont répondu, déclarent effectivement ressentir de la maltraitance due aux conditions de travail. Un salaire moyen, le manque de respect, et puis on va en parler parmi les manques de moyens. Vous avez par exemple aujourd'hui les classes sont de plus en plus... Moi j'ai pas mal d'amis qui sont enseignants, en particulier en lycée. Et en lycée, la question se pose un peu moins, mais ma meilleure amie qui est enseignante en lycée, elle a enseigné en collège. Et en collège, elle me dit, dans toutes les classes de collège, on a des élèves qui ont soit des besoins spécifiques, soit des handicaps. Et on n'a jamais la TSEM avec nous pour nous aider. Jamais. Et donc, en fait, on nous charge d'une classe de 34 élèves, dans lesquels il y en a 5 qui ont des besoins spécifiques. On nous dit, il faut absolument faire le programme. Attention, le programme doit être fait à 100%, mais il faut aussi, évidemment, accompagner ces 5 élèves-là. Mais c'est pas leur métier. Les enseignants ne sont pas formés à cela. Sous-effectifs, heures supplémentaires tardivement payées, voire pas payées de temps en temps. D'ailleurs, le gouvernement avait carrément émis la suggestion qu'à partir de maintenant, les heures supplémentaires ne seraient plus rémunérées comme telles. Enfin, je veux dire,
Dans quelle profession autre que l'enseignement national propose-t-on ça? Et pourquoi est-ce qu'ils proposent ça? Parce qu'ils ont créé une ambiance de prof bashing depuis des années, qui font qu'à chaque fois qu'on parle de l'éducation nationale, les gens imaginent des membres de l'éducation nationale comme des feignants. Ouais, ça va, ils ont 3 mois de vacances, on va revenir là-dessus. Regard du grand public influencé par la propagande anti-prof orchestrée par le gouvernement et les médias. Les raisons évoquées sont très nombreuses. L'étude est disponible ici, donc l'étude la voilà complète. Elle sera évidemment dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez la consulter. J'y aborde la quasi-totalité des graphiques. Il y en a quelques-uns que je n'aborde pas parce qu'ils s'éloignent un tout petit peu du sujet, mais j'y aborde la quasi-totalité des graphiques. Si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas. Près de 3 enseignants sur 4 décrivent également des ressentis de maltraitance provenant des parents d'élèves, parfois intrusifs, suspicieux ou méprisants à l'encontre de leur travail. Un sentiment renforcé par un abandon de leur hiérarchie qui ne les protège pas, avec leur fameuse politique de pas de vague. Regardez, vous avez uniquement 12,7% des enseignants qui affirment ne pas ressentir une forme de maltraitance venant des parents. Et sinon, tous les autres, parfois, souvent ou très souvent. Imaginez les pressions que ça peut créer. Plus inquiétant, on retrouve les mêmes chiffres concernant la maltraitance provoquée par les élèves eux-mêmes. Il n'y a que 15,5% des enseignants qui ont participé à ce sondage parmi les 4158 répondants qui ont déclaré ne pas recevoir de maltraitance de la part de leurs élèves. Une situation extrêmement préoccupante lorsque l'on sait que les enseignants victimes ne sont jamais protégés. Et ça, on va en reparler parce que je vais pas vous les lire parce qu'ils m'ont demandé de ne pas les lire en détail pour ne pas être reconnus, mais je vais vous parler de 3 témoignages. Je ne vais pas vous donner les noms des personnes, mais ils m'ont autorisé à parler du niveau de classe qu'ils ont eu au moment de l'incident et ils m'ont autorisé à décrire aussi les régions dans lesquelles ça s'est produit. Vous allez voir que ça a l'air d'être assez national. Comme le souligne l'organisme Statista. Donc vous avez ici la ressource si jamais vous le souhaitez pour voir un petit peu comment les chiffres ont été récupérés. La part d'enseignants prenant des arrêts maladie est exceptionnellement bas comparée au secteur privé et aux autres métiers de la fonction publique. Et on voit que les enseignants qui prennent des congés maladie représentent 2,6% des effectifs, contre 3,2% des autres personnes qui participent à la fonction publique, 3,9% dans le secteur privé, 4,6% dans la fonction publique hospitalière et 5,1% dans la fonction publique territoriale. Et ça, on appelle ça un présentéisme. Un présentéisme qui questionne. Présentéisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devriez être en arrêt chez vous, mais vous choisissez d'être présent alors que vous n'êtes pas dans votre état pour être présent. Un présentéisme qui questionne. De nombreux membres de l'éducation nationale travaillent sous pression et sous maltraitance administrative permanente et se forcent à assumer leur présence au travail quand un arrêt semble préconisé. Et les raisons, quasiment tout le temps les mêmes, c'est oui, mais le problème c'est que si je suis pas là, qui fait cours? Si je suis pas là, ça va rajouter de la charge sur mes collègues. Si je suis pas là, mon administration va mal me voir. Si je suis pas là, qu'est-ce que vont dire les gens sur les profs qui prennent des arrêts maladie? Vous comprenez? Vous comprenez en fait cette succession de différentes formes de maltraitance qui va peser sur leurs épaules avec la sensation d'être complètement abandonnés par la hiérarchie, parfois par leurs propres collègues, même s'il existe une solidarité dans la plupart des collèges, lycées et écoles, par les élèves, par les parents d'élèves, par le grand public, par vous, par moi. Cette succession de sentiments de maltraitance qui pèsent sur leurs épaules. Résultat, comme ils ne prennent pas d'arrêt de travail, augmentation nette de la fatigue, épuisement professionnel, dépression liée aux conditions de travail, dégradation de la santé physique et mentale, le tout sous un prof bashing permanent qui nie les difficultés de leur quotidien. Les jours de congé annuels sont souvent évoqués, pourtant le grand public ne peut ignorer qu'hormis la fin du mois de juillet et le mois d'août, leurs vacances sont occupées par les oraux blancs, les oraux du bac, les corrections du bac et les préparations de cours, et les corrections de copies, et les préparations de sujets, etc. Un prof qui a 2 semaines de vacances, il est en vacances pendant 4 jours. Tout le monde le sait, toutes les personnes qui ont côtoyé des enseignants le savent. Je n'ai jamais vu dans mon entourage, je suis entouré de profs, de personnes aussi fatiguées et aussi jeunes. Jamais vu ça. On ajoute à cela des conseils de discipline ou des rendez-vous avec les parents qui sont organisés sur leurs rares jours de repos et l'on comprend aisément que la distinction entre un jour travaillé et un jour de repos est extrêmement floue. Et ça, c'est le cocktail absolu pour provoquer un burn-out. Des moments qui ne sont pas tout à fait délimités entre les moments où vous avez le droit de vous reposer et des moments où vous travaillez. Le fait que vous ayez tout le temps une charge mentale liée à votre profession, y compris sur les jours où vous êtes censé travailler, c'est le cocktail pour créer du burn-out. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des syndicats policiers avait milité pour que les policiers n'aient pas le droit d'avoir leur port d'armes en dehors des heures travaillées. Parce qu'il disait, un policier, quand il ne travaille pas, il ne doit pas être encore en train de travailler. Et s'il a son arme de service sur lui, il va être en permanence en train de guetter autour de lui. Or, ils ont besoin de se reposer. Ce sont des professions, les professions orientées vers le public, qui sont très touchées par la question des dépressions professionnelles et qu'on devrait protéger.
À la charge également des enseignants. La prise en compte de besoins spécifiques d'enfants qui ne bénéficient d'aucun soutien personnalisé et qui en auraient pourtant besoin. Une obligation qui s'ajoute à celle de faire progresser une classe entière et à conclure le programme dans les temps. Et si vous rajoutez à ça le fait qu'on diagnostique de mieux en mieux les dyslexies, les dyspraxies qui demandent un suivi personnalisé, en particulier quand vous êtes dans des classes avec un âge sensible, vous avez l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, vous avez un enfant qui souffre d'un trouble dyspraxique, mais s'il n'a pas une personne en permanence avec lui dans la classe pour l'aider à progresser, il va prendre du retard. Et on ne peut pas demander à un enseignant à ce moment-là, à la fois de faire progresser une classe entière et d'aller vers le programme général, et en plus de ça, de s'occuper spécifiquement de ces enfants qui vont avoir besoin de 3 voire 4 fois plus de temps. Ça n'a pas de sens. Et donc là, on va revenir parce que je partage donc 2 graphiques sur lesquels on va revenir dans un instant. On met également dans la recette de la maltraitance subie la charge administrative délirante qui pèse sur leurs épaules. Ils ont énormément de choses à faire, en particulier au collège et au lycée où ils ont Pronote à remplir, les carnets à remplir sur Pronote, ça prend un temps fou, le logiciel est très mal fichu, on me l'a montré. Et c'est évidemment fait sur des moments qui sont censés être des moments de repos, donc il y a encore une distinction totale entre les moments de repos et les moments de travail, donc en général ça se fait sur le week-end, qui les contraignent à travailler de chez eux, sur des heures considérées comme des temps de repos. Et là, je vous dis, je vais vous remettre les 2 graphiques que je viens de vous mettre à l'instant, afin d'être certain que vous n'ayez pas manqué l'information essentielle qui s'en dégage. Prenez le temps de les lire en détail avant le tweet suivant. Je vous les mets en plein écran. Prenez un instant pour lire chacun de ces 2 graphiques, pour les lire bien en détail. Donc ça, c'est le premier. Prenez le temps de bien lire les informations qu'il y a dessus. Et voici le deuxième graphique. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait de choquant, de particulièrement choquant? C'est que ces 2 graphiques, ils évoquent la maltraitance des enseignants à l'encontre de leurs élèves et de leurs collègues. Regardez un peu ça. Est-ce que vous avez déjà été maltraitant envers vos élèves à cause de votre charge de travail croissante ou quoi que ce soit? Des enseignants qui déclarent ne jamais avoir été maltraitants, il y en a 5%. Je reprends. Des enseignants qui affirment ne jamais avoir été maltraitants de leur vie avec un élève, il n'y en a que 5%. Des enseignants qui affirment ne jamais avoir été maltraitants envers un de leurs collègues, il n'y en a qu'un quart. 95% des enseignants affirment avoir déjà, au moins parfois, été maltraitants envers leurs élèves. Les 70% d'entre eux, c'est ceux qui l'ont déjà fait souvent ou très souvent. Donc 70% des enseignants reconnaissent avoir été maltraitants, souvent ou très souvent, à l'encontre de leurs élèves. C'est une situation qui est évidemment à mettre en parallèle avec toutes les professions orientées vers le public, les soignants, les éducateurs spécialisés, etc., qui se plaignent toutes et tous, des dégradations de leurs conditions de travail qui les amènent à se montrer à leur tour maltraitants avec le public qu'ils sont censés protéger. La cabale médiatique et gouvernementale ne peut y être pour rien. Je vous laisse découvrir la part des enseignants qui se sentent maltraités par ces institutions. C'est écrasant et extrêmement préoccupant. Est-ce que vous vous sentez sous forme de maltraitance de la part du gouvernement? Alors là, on a carrément 83% des enseignants sur les 4158 répondants qui disent très souvent. Et de la part des représentants politiques de tous bords, vous voyez que jamais, vous n'avez même pas 1%. Vous n'avez même pas 1% des enseignants qui estiment ne jamais avoir subi de maltraitance de la part du gouvernement ou de la part des représentants politiques. Ils sont abandonnés, complètement abandonnés. Et on va discuter des solutions qui leur sont proposées dans un instant, pour que vous compreniez comment on arrive à des personnes qui sont des personnes comme vous et moi. Donc comment on m'a envoyé 6 témoignages sur Twitter, en message privé. Il y en a 3 qu'on m'a accepté de lire. C'est des personnes comme vous et moi, qui n'ont jamais eu de casier judiciaire, qui sont réputées, ou en tout cas qui se décrivent comme des personnes douces, qui jamais auraient pu envisager une seule seconde de leur vie lever la main sur un enfant, et qui travaillent dans des conditions tellement catastrophiques qu'on les retrouve tellement à bout que la seule solution qui peut leur passer par la tête à ce moment-là, c'est le geste. C'est le geste violent. Et ça, il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, si on met ça sous la table, on va jamais se poser des questions sur l'éducation nationale et on va continuer à répéter ce prof bashing dans les médias complètement lamentable, et les profs c'est des feignants, et les profs machin, et on va jamais se poser la question qui est pourtant la plus importante qu'on devrait se poser, à savoir comment on fait pour que l'éducation nationale fonctionne bien, parce que l'éducation nationale, c'est quand même le ministère le plus important en France. C'est par les politiques menées par l'éducation nationale qu'on décide de la façon dont on va éduquer nos enfants, du contenu des programmes, de la façon dont on va leur enseigner les choses. C'est ce qui va faire les adultes de demain. Ils vont passer plus de temps dans des locaux de l'éducation nationale qu'avec leur propre famille jusqu'à leurs 18 ans, jusqu'à leurs 16 ans, à minima.
On devrait se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on agit pour que ça se passe bien. Et si votre solution, c'est de pointer du doigt les 70% de profs qui disent avoir été déjà fréquemment maltraitants avec leurs élèves en disant c'est un scandale, si vous pensez du coup que les facteurs qui poussent ces 70% d'enseignants à reproduire de la maltraitance, ce sont des facteurs exclusivement internes, et c'est juste parce que l'éducation nationale ne recrute que des personnes maltraitantes, c'est le hasard. Vous voyez, il y a très peu de personnes maltraitantes, il y a très peu de violence en France. Les individus qui passent devant la justice pour cause de violence, c'est rarissime. C'est un individu sur 15 000, je crois, c'est rarissime. Mais ils sont tous à l'éducation nationale. Si c'est votre façon de penser, vous vous trompez. Ce qu'il faut que vous vous demandiez, c'est comment se fait-il qu'il y ait des conditions de travail qui amènent des médecins à maltraiter des patients, des aides-soignants ou des infirmières qui maltraitent des patients, des éducateurs spécialisés qui maltraitent des enfants handicapés, des enseignants qui maltraitent des élèves. Comment se fait-il qu'on en arrive dans cette situation-là? Quel niveau de dégradation de nos institutions publiques, à quel niveau de dégradation on est arrivé pour pousser à bout des personnes qui sont comme vous et moi à commettre des gestes qui vont les marquer à vie? Parce que ça marque à vie. Moi, je veux vous raconter un des 3 témoignages qu'on m'a laissé sur Twitter, qui est mais bouleversant. Dernière donnée avant d'ouvrir la réflexion politique, près de 80% des enseignants semblent épuisés par l'attitude méprisante du grand public qui prétend mieux connaître le quotidien de leur travail. Voilà, c'est-à-dire que nous on en rajoute, vous voyez 87% qui l'affirment. Si on prend les 11% de parfois, on est quasiment à 95% encore une fois. Ils estiment qu'ils en ont marre en fait que nous on soit là en disant oui mais nous on pourrait le faire votre travail, il n'est pas difficile votre travail, vous exagérez un peu les profs, vous voyez c'est épuisant. Le métier d'enseignant subit une terrible crise de vocation qui alimente ce cercle vicieux. Le métier n'attire plus, les effectifs ne se renouvellent pas, les jeunes enseignants démissionnent à tour de bras, les effectifs se réduisent, les conditions de travail se dégradent, les résultats chutent, la pression sur les enseignants s'accentue et la maltraitance s'auto-alimente ainsi. Et je vous ai sorti un article qui parle justement de cette crise de vocation chez les enseignants, en expliquant qu'il y en a encore quelques-uns chez qui il y a un tout petit peu de vocation, mais qu'en fait ils vont déchanter extrêmement rapidement quand ils vont se confronter à la réalité du terrain. C'est une sociologue, c'est Sandrine Garcia qui a partagé cet article que je vous recommande de lire, qui est un article qui est très intéressant et qui en dit beaucoup. Plusieurs solutions à envisager, j'en propose 4. En premier lieu, militer pour des politiques publiques fortes, protégeant ses fonctionnaires et redonnant les moyens à l'éducation nationale de faire correctement son travail. Deuxièmement, se montrer extrêmement critique et acerbe envers toute critique injustement formulée allant à l'encontre des enseignants personnellement, reconnaître la valeur de leur sacerdoce et sanctionner les politiques et médias complices de cette dégradation. Troisièmement, je le développe un peu plus, rompre le tabou de la maltraitance des enseignants avec leurs élèves, comme le milieu médical a su le faire avec ses patients. Redonner la parole à celles et ceux qui n'ont pas maltraité, qui n'ont pas maîtrisé leurs gestes ou leurs paroles et cesser de les stigmatiser. Les enseignants ayant fait montre de maltraitance envers leurs élèves ressentent parfois une telle honte que leurs actes sont cachés, dissimulés, sans faire de vagues, et cela nous empêche de penser collectivement aux solutions à leur apporter. Ils sont 70% à reconnaître être maltraitants, souvent ou très souvent à l'encontre de leurs élèves. Et on ne peut pas conclure, 70% des gens sont de nature maltraitante, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Les causes externes sont absolument longues comme le bras, c'est interminable, on peut à peine les lister correctement dans une vidéo qui va faire 25 minutes, 30 minutes peut-être. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille collectivement en disant, là on a besoin de politiques qui redonnent suffisamment de moyens à l'éducation nationale pour que les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions et que ces cas de maltraitance n'existent plus. Parce que les responsables de la maltraitance en premier lieu, c'est l'éducation nationale, c'est le prof bashing des médias et des politiques. Des condamnations existent, elles sont nombreuses, elles jettent le discrédit sur le coupable de la situation et personne ne semble s'interroger sur les raisons de ces passages-là qui sont décrits comme des pétages de plomb. Je vous ai pris un exemple d'un professeur qui a été condamné parce qu'il a donné une tape sur le dos un petit peu fort dans le dos d'une élève, il était complètement à bout, vous lirez un petit peu l'article si jamais ça vous intéresse. C'est juste un fait divers, il n'y a aucune perspective de fait social, vous savez je parle pas de fait divers sur la chaîne, le fait divers est une diversion quand il n'est pas analysé, c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est juste un prof qui se fait stigmatiser dans un article parce qu'il a eu un geste de colère. C'est pas bien, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis pas en train de dire que la solution à la maltraitance administrative que subissent les enseignants, c'est de reproduire de la maltraitance. Je suis simplement en train de vous dire, ne vous trompez pas de cible, ne vous trompez pas de combat. Seule solution proposée par le rectorat, et on va en reparler dans un des 3 témoignages, la mutation. Une situation absurde, un pansement sur une jambe de bois, montrant que le rectorat considère ces faits comme des faits isolés, et non comme les conséquences d'une dégradation profonde de l'institution tout entière. La honte est dirigée envers l'enseignant qui a un devoir d'exemplarité et doit supporter la maltraitance administrative de ses élèves, des parents d'élèves, de l'État, de la presse, sans jamais broncher. Le cocktail est prêt à exploser. J'adresse mon soutien sans faille à celles et ceux qui continuent à embrasser leur vocation avec courage, qui font face à d'innombrables violences quotidiennes, à qui l'on n'autorise aucun écart, ou que l'on regarde avec méfiance lorsqu'ils choisissent de s'arrêter pour protéger leur santé.
l'une des professions les plus fondamentales d'un État démocratique, est dans un état de délabrement absolu, et nous y sommes toutes et tous pour quelque chose. Sachons voter comme il se doit et soutenir les programmes des politiques qui affrontent le problème de face, à savoir celles et ceux qui refusent de condamner ceux-là qui ne supportent plus leur quotidien, mais continuent leur mission envers et contre tout. L'éducation nationale mérite de meilleurs élus et une meilleure couverture médiatique. Et enfin, quatrième solution que je propose, j'attire l'attention sur la nécessité d'une médecine du travail bien plus forte, capable de connaître les spécificités des métiers de l'enseignement. Alors, j'ai discuté avec Dr Zoé qui m'avait affirmé là récemment que les jeunes médecins connaissent très très bien ces problématiques, les problématiques de toutes les professions qui travaillent avec du public. Et voilà, ils sont parfaitement conscients, les jeunes médecins en particulier, que l'un des premiers symptômes à surveiller, c'est le manque d'empathie. C'est quand on finit par manquer d'empathie envers le public avec lequel on travaille, et ils ont l'habitude de les arrêter pour les protéger. Donc ça m'a rassuré d'entendre ça. Pour leur assurer justement un suivi strict tout au long de leur carrière. Et ce, d'une part, pour les protéger des obstacles mis sur leur parcours, mais également pour protéger tous les élèves qui méritent de recevoir un enseignement venant de personnes sereines, reposées et en pleine possession de leurs moyens. Cela étant dit, j'ai 3 témoignages dont je voudrais vous parler. 3 témoignages que je vais vous présenter en fonction de l'âge du public qu'ils ont. Le premier témoignage, il provient d'un professeur qui travaille dans une région du sud-est de la France, qui travaille avec des CE1. Des CE1, donc vraiment, les CE1, c'est des petits. Hein. Et donc, il raconte son quotidien. Donc, il travaille dans un REP+. Il travaille dans une classe dans laquelle il y a quand même pas mal d'élèves, puisqu'il y a, je crois, 26 élèves, que je ne dise pas de bêtises. Non, 22 élèves. Il y en a 2 qui sont en situation de handicap, un qui est en situation de handicap lourd, et il y en a qui ont des besoins spécifiques, parce qu'ils ont des troubles psy. Et donc, il a parmi ses élèves, un élève qui est extrêmement agressif, avec tout le monde, qui pousse, qui mord, qui crache, etc., qu'il n'arrive pas à contrôler. Il y a une démission parentale totale, donc il se retrouve absolument seul face à cet élève. Il a déjà demandé au rectorat des solutions, il a demandé au rectorat ce qu'il y ait une personne avec lui dans la salle de classe, ça lui a été refusé. Un jour, le gamin l'a mordu, il l'a chopé au niveau de la mâchoire, et il l'a éjecté vers l'arrière, il est tombé sur le dos, il a eu le souffle coupé, etc. Il a été condamné par un rappel à la loi. Il est depuis en arrêt de travail. Ça fait 1 an et demi. Et il ne sait pas s'il reprendra un jour son métier d'enseignant. Il a 41 ans, ça lui est arrivé quand il avait 38 ans. Donc il avait 15 ans de métier. Jamais un truc pareil ne lui était arrivé. Deuxième cas. Ça se passe dans une classe de CM1, en REP. Dans une classe de CM1, à peu près le même contexte. Donc là, il y a 27 élèves dans la classe. Donc ça, c'est une enseignante qui habite dans l'est de la France. Une enseignante qui a 27 ans aujourd'hui et qui, l'année dernière, s'est retrouvée confrontée à une situation de harcèlement de la part de ses élèves, qui la provoquait tous les jours, qui se moquait de sa façon de s'habiller, qui se moquait d'absolument tout ce qu'il pouvait, qui lui tirait les cheveux, etc. Et un jour, ils s'en sont pris à elle une fois de trop. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une gifle de ce qu'elle décrit extrêmement puissante à un gamin qui est tombé au sol et qui a perdu connaissance. Il n'y a pas encore eu de jugement. Elle a démissionné de l'éducation nationale. C'était son rêve, c'est ce qu'elle m'expliquait. Elle était très jeune prof, du coup, elle avait 3 ans de carrière. Elle a démissionné de l'éducation nationale. Elle est traumatisée par le geste qu'elle a fait. Elle est traumatisée, comme elle me dit, par le bruit que la tête de l'enfant a fait au sol quand elle l'a giflé. Elle a été horrifiée. Elle a dénoncé elle-même son geste. L'enfant a perdu connaissance pendant quelques secondes. Évidemment, il y a eu plein d'échauffourées. Elle a été agressée par le père, en l'occurrence, agressée physiquement, par le père de l'enfant, etc. Elle est en dépression profonde. Je ne sais pas si elle arrivera un jour à de nouveau travailler. Et donc, on parle encore d'une classe de primaire. Et le troisième cas que je voudrais vous décrire, ah oui, oh là là, incroyable. Donc ça se passe dans un collège, ça se passe en 3e. REP+, encore. 31 élèves. 31 élèves en REP+. On parle d'un enseignant, j'ai pas son âge exact, il me dit j'ai la cinquantaine bien tassée, donc j'imagine qu'il est pas très loin de la retraite. Et donc, ça fait plusieurs années que les conditions de travail se sont dégradées dans son collège, qu'ils ont de moins en moins de moyens. Ah oui, ça se passe en Île-de-France d'ailleurs, cette histoire-là. Et puis, il a eu une classe de petits caïds, comme il l'a décrit lui-même, qui ont commencé à harceler, à racketter les élèves de sa classe, et il s'est opposé à eux. Et à partir du moment où il s'est opposé à eux en classe, où il leur a dit que c'était pas bien, tous les soirs, il y avait une bande de gamins qui le suivaient jusqu'à chez lui pour lui faire peur, en disant qu'ils allaient prévenir les grands frères, etc. Et un jour en classe, il a haussé la voix, il s'est encore passé une situation de harcèlement, il aurait dit je vais vous envoyer chez le principal, et l'un des élèves aurait dit de toute façon, le principal il vous écoute pas, le principal c'est notre pute. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est levé de sa chaise et il a chopé le gamin qui a dit ça, il l'a soulevé et il l'a frappé contre le mur
à plusieurs reprises. Ça s'est passé il y a quelques mois, je crois, un truc comme ça, il y a quelques années. Il a eu un rappel à la loi, il a écrit au rectorat pour expliquer la situation, le rectorat évidemment était au courant, et vous savez ce qu'ils ont fait le rectorat ? Ils l'ont muté dans une autre REP+. Donc ce monsieur est proche de la retraite, donc il va finir sa mission à l'Éducation nationale, mais il n'en peut plus. Il est extrêmement marqué par ce qu'il a fait. Il explique que jamais dans sa vie, il n'a jamais eu la moindre pensée de violence et que là, il a fait mal à un élève. Il lui a cassé une côte, sachez-le. Quand il a frappé l'élève contre le mur, ça a cassé une côte à l'élève. Et donc voilà 3 des 6 témoignages qu'on m'a envoyés. Pour un trade qui a été lu 200 fois, parce que j'avais mis mon compte en privé, donc là je vais le reposter, le mettre en public, parce que je pense que je vais avoir d'autres témoignages là prochainement qui vont arriver. Et je tiens simplement à vous dire, à ces 6 personnes qui ont témoigné auprès de moi et aux 3 qui ont accepté que je parle de leur histoire. Je suis désolé si j'espère que j'ai pas mélangé vos histoires parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages, mais je pense avoir été assez factuel sur ce que vous m'avez décrit. Ce que je veux vous dire, c'est que il est hors de question, ni pour moi, ni pour qui que ce soit, de vous dire que on est d'accord avec ce qui s'est passé. On n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, bien évidemment. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les situations de maltraitance que vous subissez, venant d'absolument tous les côtés, aboutissent probablement aux situations de violence qui sont reproduites par rapport aux élèves, et que je veux simplement que vous témoigniez un truc assez clair de ma part, c'est que ma colère, elle n'est pas orientée vers vous, ma colère est strictement orientée envers toutes les structures hiérarchiques qui participent à dégrader vos conditions de travail et à reproduire de la violence sur les élèves. De la même façon, pour les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes qui ont eu le courage de parler du fait qu'ils et elles reproduisaient de la violence sur leurs patients, ma colère va exclusivement à l'encontre des politiques sociales, à l'encontre des politiques publiques qui dégradent vos conditions de travail et qui vous poussent à faire des choses qui vous traumatisent dans votre chair, qui font mal aux patients, qui pourraient traumatiser les patients ou les élèves, et ma colère ne va que dans cette direction-là. Vous avez eu un courage inouï de témoigner de ça avec moi, alors qu'on ne se connaît pas, ce ne sont pas des gens qui suivent la chaîne. Un qui suit la chaîne, j'ai déjà vu quelques commentaires, mais pas les 5 autres. Et je vous remercie pour votre courage. Et il va falloir qu'on travaille sur la question, et j'espère que vous allez avoir un espace dans lequel vous pourrez vous exprimer, comme les soignants et les soignantes ont pu le faire, sans risquer d'être perpétuellement jugé à cause du prof bashing ambiant. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour vos engagements, merci pour votre vocation, vous êtes très courageux et très courageuse, et on espère très sincèrement ne pas aller vers la catastrophe en 2027, parce qu'on sait très bien que le Rassemblement national ou la République en marche, ou les Républicains, n'ont pas du tout l'intention de remettre de l'argent dans les services publics. Donc on espère réellement qu'on aille vers une politique qui prenne au sérieux ce type de questions pour vous protéger et pour protéger le public avec lequel vous travaillez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite un bon week-end, je tourne cet épisode un week-end, et je vous dis à très vite. Salut les amis.